Bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine. Hier Aquitaine, aujourd'hui Nouvelle-Aquitaine, avec la fusion entre le Limousin, le Poitou-Charentes et donc l'Aquitaine. Je suis particulièrement attaché à ces Innova Days pour les avoir inventés avec l'équipe d'Unitech. Il y a donc 20 ans, 21 ans maintenant, puisque j'avais créé Unitech sur une idée que je développais hier, une découverte que je développais hier lors de la réception, après une visite à Lund, en Suède, qui avait inventé un modèle physique de rapprochement entre le monde de la recherche et le monde industriel. C'était Ericsson. Il y avait un bâtiment énorme, Ericsson d'un côté, les labos de l'université de Lund de l'autre, et par le simple effet cafétéria, une multiplication d'entreprises, les ingénieurs rencontrant les chercheurs, se ressourçant. Et donc on a créé, à l'époque j'étais maire de Pessac, et Pessac c'est 70% de l'université de Bordeaux, un bâtiment qu'on appelle Condorcet, qu'on va régénérer d'ailleurs, qui a créé le premier incubateur 5 ans avant l'idée d'Allègre, pour ceux qui se souviennent de cette époque un peu révolue aujourd'hui. Et donc je suis très heureux, devenu président de la région depuis pas mal de temps maintenant, de vous accueillir ici dans ces Innova Days, cette rencontre entre le monde des startups et les investisseurs. Et je voudrais les remercier parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs centraux, parisiens, et l'idée de décentraliser le monde du capital investissement, du capital risque est pour moi essentiel. Je m'appuie aussi sur l'expérience de l'Allemagne avec à la fois les Fraunhofer et les banques régionales d'investissement qui sont importants. Nous avons mis en place au niveau de la région des fonds autour d'Akiti, autour de NACO. On avait réussi à obtenir, il y a une quinzaine d'années, grâce à un de mes collaborateurs particulièrement véloce, la possibilité pour les régions d'intervenir en capital des entreprises, non pas simplement à travers les véhicules financiers classiques, mais directement, pour peu que ce soit pari passu et qu'on n'intervienne pas en totalité. NACO doit être présent, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de NACO ici, mais en tout cas, c'est une attention que l'on porte en fléchant des crédits dans cette période un peu compliquée de restrictions budgétaires au niveau des régions. En tout cas, je regardais, Vincent Bost me faisait passer la liste des startups qui sont ici. Je note, comme on a pu le noter à Unitech, beaucoup de start-up autour de la santé. C'est un défi considérable. Vous savez que nous sommes dépendants de la Chine et de l'Inde à 98% sur les principes actifs des médicaments. C'est un problème à la fois de souveraineté et un problème vital pour nos concitoyens. On est attentif aussi à toutes les pistes nouvelles sur la prévention, notamment des cancers, mais pas que. J'aurai tout à l'heure une réunion sur une entreprise assez formidable qui s'appelle Trifrog, qui a inventé un processus industriel de production de cellules souches. Et vous savez sûrement, enfin celles et ceux qui se préoccupent des problèmes de santé, qu'à la différence des médicaments qui soignent, les cellules souches guérissent. Donc c'est un formidable enjeu
à la fois social, économique, culturel pour nous. Et j'avoue que le plaisir que j'ai à présider cette région avec cette compétence de recherche, de transfert de technologie et de développement économique et de réindustrialisation est pour moi une passion sans cesse renouvelée. J'ai vu aussi qu'il y avait des startups qui travaillaient sur l'eau. Or, l'eau est sûrement le marqueur principal du dérèglement climatique et un des défis majeurs que nous aurons à relever dans les années qui viennent. Vous savez qu'en France, nous sommes structurés autour d'agences de l'eau qui regroupent toutes les actions sur les bassins hydrauliques. Je préside d'ailleurs l'une de ces agences, enfin plutôt son parlement de l'eau, le comité de bassin d'Our-Garonne, et nous avons un chantier gigantesque, des investissements gigantesques, à la fois sur les problèmes de prévention, de cycle long de l'eau, d'épuration de l'eau. On doit fermer des dizaines, voire des centaines de zones de captage par an, par la pollution. Nous ne savons pas tout dépolluer, les PFAS et d'autres polluants. Donc c'est aussi un défi dans ce domaine-là assez majeur. Bien entendu, tous les autres domaines où nous pouvons jouer une différenciation, notamment là encore avec l'usine du monde qui est devenue la Chine, dans l'électronique, dans l'intelligence artificielle, dans d'autres domaines, tout cela est passionnant pour un pouvoir public qui s'occupe de développement économique. Pour autant, nous savons, et c'est pour ça que je remercie particulièrement les investisseurs qui sont ici. La région Nouvelle-Aquitaine est une région particulièrement attractive, puisqu'en 2019, avant la Covid, on a créé 36% de l'emploi industriel net de France. Nous sommes la deuxième région à construire des usines et nous avons mis en place, avec le monde industriel, une stratégie de responsabilité sociale, environnementale, territoriale, qui est assez singulière. J'ai créé il y a plus de 10 ans un club des entreprises de taille intermédiaire, cette classe moyenne d'entreprises qui a permis à l'Allemagne de se réindustrialiser lorsqu'elle était l'homme malade de l'Europe dans les années 70. Donc je souhaite à toutes les start-up, grâce aux investisseurs, dont d'une certaine manière nous faisons partie, de devenir des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, cette classe moyenne d'entreprises sans laquelle nous ne réindustrialiserons pas la France. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des start-up innovantes, ressourcées, accompagnées. Nous avons déployé au niveau de la grande région une stratégie autour des technopoles et des incubateurs, une dizaine qu'on a fédérés. Nous avons déployé des centres de transfert dans tous les domaines, qui vont des matériaux de construction jusqu'aux matériaux composites, du numérique, du vin, bref, un écosystème d'accompagnement et de ressourcement qui est, je crois, unique en France. Peut-être pas en Allemagne, mais au moins unique en France. Et je m'en réjouis. Je félicite aussi Unitech parce que je ne suis plus le président actif. C'est Didier Roux, un grand chercheur qui a pris cette responsabilité. J'en suis le président d'honneur. Et j'excuse son directeur général qui a un problème de santé et qui ne peut être là. Sur Unitech, nous avons, depuis 25 ans, près de 700 entreprises qui sont toujours en vie. 70 à 80% des startups qui sont accompagnées par ces technopoles vivent au-delà de cette période un peu compliquée, 3 ans, 5 ans. Et c'est une grande fierté pour moi d'avoir mis en place ce système.
Donc je suis très heureux que vous veniez dans cette maison qui est la maison des entreprises et que vous puissiez dialoguer. Mes collaborateurs et mes collaboratrices, que ce soit à ADI ou que ce soit à la région, seront à vos côtés, franchement, pour vous accompagner. Je vous souhaite donc... alors, c'est pas un congrès, c'est pas un colloque, c'est pas des semaines, c'est un forum. Voilà. Vive le forum Innovade. Merci beaucoup, Président. Je vais illustrer par quelques exemples et quelques chiffres le forum Innovade. Vous dire en quelques mots que voilà, je suis Vincent Boss, le directeur général de l'agence ADI, qui est l'agence de l'innovation et du développement de la région. Donc on agit à côté de la région, comme l'a dit le Président, pour accompagner les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, particulièrement les PME et les start-up. Alors les PME dans la structuration et l'ingénierie de leurs projets, pour qu'elles innovent, pour qu'elles se transforment, pour qu'elles changent de modèle. Et puis pour les startups, pour les aider particulièrement à lever des fonds en phase d'amorçage, les fonds dont elles ont besoin, et elles ont indubitablement besoin de bien se préparer pour disposer des moyens nécessaires pour engager ces étapes clés de leur développement. Donc on a pour cela, on s'appuie sur un service de 3 spécialistes. Je souhaiterais les remercier ici. Je pense à Charlotte Chanet, Pierre Lenné et Sophie Lamarck qui ont œuvré aux côtés d'Unitech pour vous concocter ce forum et sélectionner les startups, convier les investisseurs que je remercie également pour être présents. Il y a 3/4 des investisseurs présents aussi qui viennent en effet du niveau national, comme l'a dit le Président. Le service qui a été créé par ADI, il a un peu plus de 15 ans. C'est 160 opérations qui ont été finalement accompagnées en levée de fonds par l'agence ADI pour à peu près 150 millions d'euros engagés. Et c'est 80% des entreprises qui sont passées entre nos mains, qui sont encore existantes aujourd'hui, dont les activités continuent à exister sous une forme ou sous une autre. Et ça, c'est extrêmement important et ça souligne le fait que quand on est bien accompagné, on se donne plus de chances pour continuer à exister, à croître et à se développer dans les territoires. Donc l'année 2025, je ne vais pas évidemment le dire ou le redire, c'est une année extrêmement difficile sur le plan économique. Les exigences, ça se traduit aussi pour les startups, les exigences de rentabilité, de développement commercial, elles sont toujours plus fortes, donc d'où l'idée, et c'est vraiment le message clé d'être bien accompagné dans ces périodes cruciales, et donc c'est précisément l'idée de l'accompagnement des technopoles bien sûr, mais aussi de l'agence ADI. Et donc c'est aussi l'idée d'organiser un événement comme Innovade aujourd'hui, c'est la 10e édition, et donc aujourd'hui c'est 34 lauréats qui ont été sélectionnés et qui vont avoir des rendez-vous toute la journée, sur plus de 100 candidatures qui ont été déposées, donc c'est assez sélectif, comme vous le constatez. C'est plus de 260 rendez-vous qui vont se tenir voilà, au premier étage de l'hôtel de région, et ça a démarré ce matin à 10h. C'est 67 investisseurs présents, issus de toute la France, et particulièrement du niveau parisien, et 3/4 d'investisseurs nationaux, comme je le disais tout à l'heure. C'est des conférences, des ateliers, et donc la conférence plénière que nous avons aujourd'hui. 75%, je ne vais pas être beaucoup plus long, 75% des projets qui ont été retenus sont issus des deep tech. 45% des projets retenus adressent un sujet industriel, donc c'est extrêmement important pour ressourcer par l'innovation, par le développement technologique, le tissu économique de la région. Et 35% des projets qui ont été sélectionnés sont portés par des femmes entrepreneuses, et donc on tenait à le souligner. Donc merci évidemment à la région pour son accueil et à son président pour son engagement. Merci beaucoup aux équipes d'Unitech, d'ADI et d'Innovin, qui s'est associé également à Unitech et ADI pour organiser ce forum Innovade. Merci à tous les partenaires présents, les technopoles, la French Tech. Merci à tous les investisseurs et aux lauréats. Le lauréat qui a obtenu le plus de rendez-vous aura un petit cadeau à la fin de cette plénière pour le couronner de son succès. On espère que cette journée sera utile et profitable à l'ensemble d'entre vous. Et je vais céder la parole à Gilles Brianceau pour Innovin. Merci à tous. Merci Vincent, bonjour à toutes et tous. Je suis donc Gilles Brianceau, je suis le responsable du cluster Innovin, cluster de la filière vitivinicole en Nouvelle-Aquitaine, dont la mission principale est d'accompagner l'innovation dans cette filière vitivinicole. Je suis ravi de vous accueillir à cette
4e édition du forum Innovinvest, puisque effectivement on est quelque part la branche vitivinicole d'Innovaday. Ce forum Innovinvest, il a été créé dans le cadre du programme Vitirev, porté par la région Nouvelle-Aquitaine et soutenu par la Banque des Territoires. Programme Vitirev qui vise à développer les pratiques agroécologiques dans la filière vitivinicole. C'est un programme qui a démarré en 2020 et qui va se terminer en 2027. Et dans le cadre de ce programme, il nous paraissait indispensable de se doter d'outils pour attirer et aider les startups du secteur vitivinicole à se développer, à développer les solutions qu'elles peuvent amener pour la filière, pour l'aider dans sa transition agroécologique. Alors c'est pour cela qu'on a créé 2 événements à destination des startups. Le premier, c'est un village startup qui a lieu tous les 2 ans à l'occasion du salon Vinitech, premier salon mondial des techniques vitivinicoles. En 2024, à l'occasion de Vinitech, on a donc accueilli sur ce village startup 36 startups françaises et internationales qui ont pu exposer leurs solutions aux 45 000 visiteurs, acteurs du secteur vitivinicole, au cœur du salon. La prochaine édition aura lieu l'an prochain, du 1er au 3 décembre 2026. Et puis le deuxième événement, c'est ce forum Innovinvest qui permet aux startups sélectionnées de rencontrer des investisseurs potentiellement intéressés par les solutions qu'elles proposent. Cette année, ce sont 6 startups qui se joignent donc, qui font partie des 34 lauréats Innovinvest. Elles sont là, n'hésitez pas à aller à leur rencontre cet après-midi. Il y aura également, je le signale, à 14h30, le lancement de la 6e promotion de l'incubateur Bernard Nagré qui, je dirais, avec l'ensemble des acteurs, participe à cet écosystème performant qu'on a autour des startups vitivinicoles dans la région. Voilà, donc je ne vais pas être plus long, je voulais vous remercier à tous d'être présents et puis vous souhaiter un très bon forum Innovaday et Innovinvest. Bonjour, donc je suis Laurent-Pierre Gilliard, je suis directeur de la communication et de la prospective chez Unitech, donc en remplacement de notre directeur général Stéphane Rochon. Vincent a l'avantage d'avoir remercié déjà tout le monde, donc je vais peut-être juste remercier une nouvelle fois Nouvelle-Aquitaine Technopole, l'association des 10 technopoles régionales avec qui il y a eu un vrai travail fort cette année. Le président Rousset a quasiment tout dit sur Unitech, donc ça va me permettre d'être beaucoup plus succinct. Juste vous dire, Unitech, nous accompagnons 120 startups par an. En fin d'année dernière, on avait accompagné 708 startups qui portaient 7372 précisément emplois. On aura les chiffres en fin d'année. Il y aura donc à peu près 50 nouvelles startups accompagnées. Et il a également parlé de la santé. On a 3 sujets en ce moment qui sont vraiment les sujets forts de l'accompagnement, les deep tech, l'intelligence artificielle et la santé. Au niveau de la santé, je pense qu'on a quelque chose, on a une région qui met en avant sa première position en matière de santé. C'est une région qui est assez loin en diagonale de chez nous. Mais quand on regarde le nombre uniquement chez Unitech, on a accompagné 170 startups dans l'univers de la santé. 128 sont toujours en activité et on continue à avoir des très beaux projets en ce moment, dont certains sont exposants ici. Un partenariat avec l'incubateur, avec le CHU de Bordeaux. Donc c'est vraiment, je pense, un secteur très fort actuellement. Je ne vais pas aller plus loin parce que je vais enlever mon costume de Stéphane Rochon et je vais mettre mon costume d'animateur de cette plénière. Et ça me gratte dessous parce que je vois que le temps file et on a 3 excellents intervenants qui vont prendre la parole à leur tour de rôle. Donc je laisse peut-être... Président, je pense que vous avez d'autres occupations. Et oui, je vais devoir... là, je vais m'occuper de culture. C'est assez passionnant, mon métier. J'ai passé de la culture. J'aurais juste rajouté, notamment aux investisseurs qui sont là, que les régions, la région Nouvelle-Aquitaine, c'est un fabuleux deal flow en permanence
dossiers industriels ou de dossiers d'entreprise. On accompagne, je regarde mes collaborateurs et collaboratrices, on accompagne plus de 30 000 entreprises par an. Alors, il y a bien entendu l'épicerie ou le boucher qu'on réouvre dans une petite ville. Mais en gros, on a autour, je regarde Hilaire-Fossé, autour de 2000 PME, start-up qu'on accompagne tous les ans. Donc, la région est devenue un observatoire avec ADI, un observatoire assez incroyable sur ce qui se passe dans la société, dans le monde industriel et économique. Donc n'hésitez pas à prendre la carte d'Hilaire-Fossé ou de Vincent Bost. Avec les technopoles, on a une capacité de deal flow assez incroyable. Voilà, je m'arrête complètement et je vais m'occuper du cinéma. Merci. Donc on démarre cette plénière de clôture avec Guillaume M qui passe au pupitre pour une présentation et je vous amène la télécommande. Bonjour à toutes et à tous, ravi de pouvoir intervenir devant vous pour ce bel événement, ce forum Innovaday. Je ne vais pas remercier à nouveau tout le monde, mais je remercierai quand même la région, Unitech, ADI pour leur préparation, leur invitation. Et surtout, on sent, en étant à ce forum, en étant en région, que quelque chose se passe, qu'il y a un dynamisme évident, que des projets émergent, que des projets se structurent, se financent. Quelque chose se passe. En Nouvelle-Aquitaine, c'est l'une des 3 plus grosses régions en matière de deep tech, d'innovation technologique en France. Et du point de vue du ministère, la manière dont je voudrais l'aborder, c'est de dire on peut faire ce qu'on veut, nous, à Paris, en faisant des plans, des stratégies, mais si on n'avait pas Saclay, si on n'avait pas Grenoble, si on n'avait pas la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux, il n'y aurait pas de deep tech en France. Donc la posture dans laquelle j'ai envie de vous présenter ces orientations pour le plan deep tech et ses suites, c'est vraiment de transmettre l'idée que l'État soutiendra les projets, facilitera, débloquera le potentiel et qu'on sera toujours en soutien pour accompagner, soutenir, recevoir vos recommandations et les accompagner. En 10 minutes, parce qu'on ne va pas refaire tout l'historique du plan Deep Tech, je vous propose de me concentrer sur 5 convictions que le ministère, que modestement je représente, partage. J'en profite pour me présenter, je m'appelle Guillaume Heim, je travaille à la Direction Générale des Entreprises et je coordonne le plan Deep Tech et les sujets innovation de rupture au ministère de l'économie, avec mes collègues du ministère de la Recherche, du ministère des Armées, le SGPI, BPI France, etc. 5 convictions donc, pour montrer qu'on a atteint un moment, quelque chose se passe, mais que quelque chose doit être fait. La première conviction, c'est que la compétition économique se fait désormais à la fois par la technologie et pour la technologie. On l'a dit, c'est le contexte qui est le plus immédiat. On a une accélération de l'innovation technologique, des compétitions économiques, géopolitiques de plus en plus agressives. Le récent prix Nobel d'économie, Philippe Aghion, rappelait que l'innovation de rupture, elle est à la source de la croissance. C'est un beau signe d'avoir ce prix Nobel parce qu'on sait à la fois penser l'innovation de rupture, on sait aussi la développer et l'accompagner. Quand on regarde les changements de paradigme géopolitique, on se rend compte que ça accompagne aussi un changement de paradigme technologique. On peut penser au quantique, à la fois l'ordinateur quantique, mais également le hardware en amont, en aval. On peut penser au recyclage des matériaux, et pas plus tard que ce matin, je discutais avec une entreprise absolument prometteuse en la matière. On se rend compte que la deep tech, elle est à la source de 3 transitions. Une transition industrielle, et on va en reparler, une transition économique, une transition énergétique, mais surtout une transition stratégique. Parce que l'innovation de rupture porte un enjeu stratégique et géopolitique. La deuxième conviction, c'est que le plan Deep Tech que le ministère a lancé, que le gouvernement même a lancé en 2019, il a porté ses fruits en 5 ans. Il a porté ses fruits parce qu'en 5 ans, on est passé d'un écosystème qui s'appuyait sur une puissance scientifique avérée, reconnue à l'échelle internationale.
On a réussi en 5 ans à décloisonner les laboratoires, à faire comprendre à des investisseurs que la science est rentable, elle a un intérêt économique, elle a un intérêt sociétal. Et on a réussi à faire comprendre plus largement à la société que la science, ce n'est pas que de la recherche fondamentale, c'est aussi de la recherche appliquée, des révolutions technologiques. Avec le plan Deep Tech, on portait ces convictions. On a mis globalement 4 à 5 milliards d'euros en 5 ans sur la table, notamment dans le cadre de France 2030, ce qui a permis de stimuler les levées de fonds, avec 15 milliards d'euros de levées de fonds depuis 2019, plus de 50 000 emplois qui ont été créés pour ces entreprises, ces startups Deep Tech, ces PME Deep Tech, 150 sites industriels et un vivier de plus de 2500 entreprises Deep Tech établies sur le territoire. Maintenant qu'on a réussi à créer cette dynamique qui est évidente, on se rend compte que l'écosystème fait face à un plafond de verre. Plafond de verre à 3 niveaux, en tout cas c'est la manière dont nous on l'a diagnostiqué après 1 an de travail auprès de l'écosystème en faisant remonter les constats. Un premier plafond de verre en matière de transfert technologique. On a réussi, et depuis les années 90 que le président Roux a évoqué avec les passerelles allègres, avec une évolution des mentalités, des structures, on a réussi à décloisonner les laboratoires et à renforcer la porosité. On se rend compte qu'en termes de délai, de conditions de contractualisation, d'alignement des intérêts, on a encore des progrès à faire dans la mesure où un potentiel reste inexploité. Le deuxième plafond de verre, c'est celui du financement et du passage à l'échelle. Passage à l'échelle, puisqu'on réussit aujourd'hui à créer 500 entreprises Deep Tech par an, mais seuls 10% réussissent à passer en série B, ce qui veut dire en termes de financement qu'elles réussissent à passer 30 millions d'euros de levée de fonds, qu'elles entrent dans une phase d'industrialisation. Par comparaison, on est à 17% aux États-Unis, quasiment 2 fois plus, ce qui signifie que soit nos entreprises n'arrivent pas à se financer et donc qu'elles disparaissent avant d'avoir atteint leur maturité, soit qu'elles sont rachetées à des stades très précoces et qu'on a une perte de potentiel d'investissement public, d'investissement humain, scientifique dans nos pépites. Et le troisième plafond de verre, peut-être l'ultime plafond de verre, c'est celui de la commercialisation. On a beaucoup parlé de recherche, on a parlé de financement, mais évidemment, une entreprise Deep Tech, elle est Deep Tech, mais c'est aussi une entreprise. Elle doit révolutionner sa filière, elle doit s'insérer, elle doit vendre, elle doit trouver des partenariats commerciaux, économiques, industriels. Et la commande privée est encore trop peu développée par rapport à des écosystèmes étrangers. Mais, et l'État y prend sa part, la commande publique aussi fait défaut pour devenir un client d'ancrage, pour stimuler de la commande, pour savoir quand les secteurs sont stratégiques, faire appel à des entreprises, des pépites jeunes mais innovantes qui révolutionnent un savoir-faire, qui révolutionnent une filière. On a fait ce constat, on a fait état de ces 3 obstacles, ce qui nous a donné l'ambition de proposer un nouvel élan au plan Deep Tech pour les 5 prochaines années. 2019-2025, un premier essai. 2025-2030, l'ambition de débloquer ce potentiel et de passer à l'échelle notre écosystème. Compte tenu des 3 freins, on en a déduit assez largement 3 axes qui fondent les orientations que nous poussons à l'échelle du plan Deep Tech. C'est une nouvelle stratégie qu'on espère voir annoncée prochainement compte tenu du contexte politique, avec un budget qui sera adossé à ce plan pour financer l'ensemble de ces étapes. Et concrètement, on a cherché, après 1 an de travail avec l'écosystème, en faisant des groupes de travail, à mettre des solutions sur chaque problème. Donc globalement, 3 axes, avec l'idée, premièrement, de fluidifier, accélérer et encore mieux décloisonner le passage du laboratoire à l'usine. Par exemple, en matière de transfert technologique, qui reste un frein assez important, nous avons décidé de lancer une commission de médiation du transfert technologique qui est hébergée par France Deep Tech, l'association à l'échelle nationale et BPI France, pour donner des conseils qui sont à la fois confidentiels, qui sont équilibrés sur les négociations du transfert technologique. Nous avons publié un guide de bonnes pratiques, coordonné à l'échelle de l'écosystème avec les SAT, les universités, les laboratoires, pour donner des billes à chaque partie prenante, les fonds, les porteurs de projets, les laboratoires, et s'aligner sur un référentiel commun. Le deuxième axe, c'est celui du financement, parce que c'est le nerf de la guerre. On parle de start-up Deep Tech, alors que ce sont des PME juridiquement, mais on parle de start-up parce qu'elles ont un modèle de croissance très rapide, avec des capex très importants, pour affronter ce besoin d'innovation accélérée.
et ça justifie des besoins de financement plus importants en amont pour financer les prototypes, la recherche, la pré-indus, l'industrialisation, etc. On a estimé, d'après nos calculs, qu'il faudrait au moins 30 milliards d'euros de levée de fonds d'ici 2030, en 5 ans, pour réussir à maintenir le rythme de l'écosystème Deep Tech. 30 milliards d'euros, pour rappel, on en a levé 15 depuis 5 ans. Ça veut dire que ces 5 prochaines années, il faudra réussir, dans un environnement de financement plus contraint, à lever 2 fois plus au moins. À l'échelle de l'État, on y prend notre part, mais on a conscience que c'est au privé aussi de prendre le relais et de savoir financer ces entreprises technologiques. On a donc développé toute une offre de financement à la fois en fonds de fonds, qu'on souhaite intensifier, de fonds directs, et je sais que certaines personnes dans la salle en font partie, à la fois chez BPI France, en région, pour débloquer le financement direct au nom des personnes publiques dans ces entreprises innovantes. Et en même temps, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, on incite aussi à un dialogue de place pour que les investisseurs, les entreprises, les accompagnateurs puissent s'aligner sur un référentiel commun, par exemple sous l'égide de France Invest, sous l'égide de France Deep Tech, et faire de la pédagogie croisée. Comprendre que les référentiels dans une start-up industrielle ne sont pas les mêmes que dans une start-up du numérique, qu'une start-up Deep Tech peut avoir des besoins, des temporalités différentes. Et le troisième axe, c'est celui de la commercialisation et de l'industrialisation, pour accélérer le passage de ces entreprises qui, longtemps, sont des laboratoires qui lèvent des fonds, à des PME qui vendent un produit, recrutent et vont vers l'internationalisation, qu'elles deviennent des industries compétitives. À ce niveau-là, je me limiterai à 2 pistes parmi les 50 pistes au global qu'on a soulevées et qu'on pousse dans cette nouvelle stratégie. La première, c'est celle des garanties pour faciliter et débloquer certaines étapes des projets industriels. Les garanties, en complément du financement en fonds propres, du financement non dilutif par l'État, elles permettent aussi de débloquer l'accès à du financement, à du foncier, à de la commercialisation auprès des grands comptes, en rassurant certaines entreprises. On y croit beaucoup et on veut vraiment intensifier ces dispositifs de garantie. Le deuxième point, et un petit peu parallèlement à l'axe 2, on veut améliorer la connaissance des filières et de l'écosystème, des spécificités de ce qui fait des entreprises Deep Tech. Très concrètement, à la DGE, nous supervisons ce qu'on appelle le Conseil national de l'industrie, où, filière par filière, les grands comptes sont incités à prendre conscience de la réalité des filières, établir une feuille de route commun, établir une vision. Et ça a beaucoup de sens parce qu'on se rend compte que pour débloquer de la commercialisation des partenariats industriels, l'argent ne suffit pas, il faut aussi que les gens se rencontrent. Et nous, l'ambition qu'on porte, c'est que d'ici 1 an, chaque filière industrielle, certaines en priorité ont déjà commencé à le faire, par exemple dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, et plus largement que toutes les filières industrielles suivies par le Conseil national de l'industrie, puissent disposer d'une feuille de route innovation de rupture, puissent prendre conscience que du laboratoire à l'usine, en amont, en aval de leur chaîne de valeur, des pépites existent pour améliorer leur technologie, peuvent assurer une montée en gamme industrielle. Donc c'est quelque chose qu'on pousse énormément et qui fluidifiera, qui participera à cette montée en gamme de l'écosystème. Et j'en conclurai par cette 5e conviction, qui est plutôt un appel en fait à l'écosystème. Depuis 5 ans, le plan Deep Tech a essayé d'amorcer la pompe en mettant 5 milliards d'euros, en fluidifiant, en décloisonnant. Quelque chose se passe, les levées de fonds augmentent, mais maintenant il y a un appel à ce que l'écosystème saisisse le relais, s'organise, que les fonds, les industriels, les entreprises, les laboratoires comprennent qu'elles travaillent à un but commun qui est celui de la montée en gamme technologique de notre pays. Ça veut dire co-construire des feuilles de route, ça veut dire s'aligner sur ses intérêts, aligner les intérêts des différents acteurs. L'État y prendra sa part, on sera toujours présent pour recevoir vos recommandations, les porter et essayer d'aligner les parties prenantes. C'est notre rôle avec la modestie et en même temps la fierté de voir un écosystème qui prend son envol, qui se structure. Donc je terminerai par là sur cet appel à concevoir une stratégie globale de filière, à prendre conscience que la Deep Tech s'insère dans les filières industrielles et ne sont pas que des ovnis très innovants. Je vous remercie en tout cas beaucoup pour votre attention et je finirai par laisser mes contacts parce que comme je vous le disais, l'État est extrêmement preneur de tous vos retours et toutes vos recommandations pour améliorer en continu cette politique. Merci beaucoup.
Merci pour le contenu et un timing imparable. Bon, j'étais assez succinct sur la présentation globale des plénières, mais vous avez compris, ces 3 interventions autour de l'innovation, avec 3 facettes de l'innovation qui vont être abordées. Deuxième intervenant, c'est pas du tout vous. Voilà, Jean-Philippe Thierry. Maintenant, c'est vous. Je vous laisse la télécommande et la scène pour 15 minutes également. On va passer de l'optimisme du gouvernement au réalisme du monde économique. Je dis ça avec amitié, on se connaît bien. Merci beaucoup pour votre invitation. La région, bien sûr, ADI et Unitech. Je tiens à noter l'originalité de cet événement, qui, bien qu'il traite d'innovation et de financement, n'est pas organisé par BPIFrance. Je le dis avec beaucoup d'amitié parce qu'évidemment, je sais qu'ils sont dans la salle et on vous aime beaucoup. BPIFrance, vous faites énormément. Vous allez me trouver un peu provoquant, un peu piquant, mais je voulais commencer avec quelques vérités, quelques recommandations. La première, c'est ne misez pas sur les startups. Contrairement à une idée reçue, les startups ne sont pas les fers de lance de l'innovation de rupture. C'est peut-être contre-intuitif, mais ce sont en réalité les grandes entreprises qui déposent le plus de brevets dans les technologies de rupture et qui sont les plus en capacité de les mener vers l'industrialisation. Deuxième recommandation, ne misez pas sur la France. Il est aujourd'hui plus raisonnable d'innover, d'entreprendre et d'investir ailleurs qu'en France, dans des pays plus compétitifs en termes de coûts, de contraintes administratives et en termes de réglementation. Vous avez probablement vu passer une information récente. L'indice de compétitivité fiscale internationale 2025 classe la France au 38e rang de l'OCDE sur 38 pays. Beau bilan. Autre indicateur, il faut quasiment 18 mois pour ouvrir une usine en France, contre 4 à 6 mois en Allemagne et 15 jours à 12 mois en Pologne. Et quand on veut réutiliser des friches, je ne vous raconte pas le bazar, sans compter sur certaines associations militantes qui aiment beaucoup l'industrie. On l'a vu récemment avec un projet dans la région qui nous a valu de quelques remontrances dans la presse. Bref, de nombreux autres pays offrent une politique économique stable et une visibilité de moyen, sinon long terme, aux entrepreneurs et aux investisseurs. Franchement, fuyons. Troisième point, et ce sera mon dernier pour mon introduction, tout est fichu. Le match avec la Chine est quasiment plié. Elle représente un tsunami en termes de nouvelles technologies. Elle domine la quasi-intégralité des technologies de rupture si on regarde les dépôts de brevets et les publications de recherche. Elle domine aussi les terres rares, tant sur le plan de l'extraction que du raffinage, indispensable aux technologies vertes et de transition énergétique, aux technologies numériques et électroniques, ou encore aux technologies de défense spatiale. Ajoutons à cela leur surcapacité, leur compétitivité coût, des contraintes réglementaires très éloignées des standards que nous nous imposons en Europe et un soutien massif aux entreprises en matière d'aide d'État. Clairement, on est mort. Bon, j'ai posé une bonne ambiance, là, j'espère que tout va bien. Évidemment, vous aurez compris que juste de cette provocation, pour qu'elle nous donne envie de nous battre, pour que nous retrouvions l'esprit d'aventure, le goût du risque et de l'audace que nous avons un peu perdu, mais qui ont permis à la France de devenir une grande nation et une puissance économique. Alors non, le match n'est pas vraiment plié, et les innovateurs que vous êtes, les entrepreneurs, les investisseurs, avaient un rôle majeur à jouer. Pas seulement pour la création de richesses. Bien sûr, l'innovation amène la prospérité économique, mais elle crée aussi de la valeur sur le plan social et sociétal, particulièrement l'industrie. Tout cela mène à la cohésion, à l'adhésion à un destin commun, ce dont nous avons aujourd'hui bien besoin. L'innovation permet d'apporter des réponses aux grands enjeux de notre temps. Mieux se nourrir, mieux se soigner, mieux se loger, mieux produire, mieux se déplacer, mieux se défendre, découvrir de nouvelles frontières et évidemment protéger la planète.
Sur ce dernier point, je le redis ici avec force, la meilleure réponse à la nécessaire transition environnementale, c'est l'industrie. C'est l'industrie qui fournit les solutions technologiques indispensables à une économie plus verte et plus vertueuse. Captage et valorisation du CO2, hydrogène, nouveau nucléaire, batteries, biochimie, etc., etc. Alors je parle avec deux casquettes en réalité aujourd'hui, puisque je suis à la fois directeur innovation et industrie du futur de France Industrie, qui est l'organisation représentative de l'industrie en France. Et j'ai une seconde casquette, puisque j'ai cofondé une organisation qui s'appelle Start Industrie, et qui représente les startups et scale-up industriels en France. Ces entreprises qui ont bien, contrairement à ma petite provocation, un rôle à jouer aux côtés des entreprises aux racines plus anciennes. Les réponses qu'elles apportent sont très concrètes. Alimentation saine et durable, nouveaux matériaux, transformation et valorisation des déchets, biomédicaments et dispositifs médicaux de demain, mobilité décarbonée, nouveaux systèmes énergétiques, new space, solutions de connectivité, de sécurité et de défense, et bien d'autres. J'ai regardé juste avant de venir et la région Nouvelle-Aquitaine foisonne de ces nouveaux projets. Le champ d'investissement est vraiment très vaste. Et là, je m'adresse bien sûr aux investisseurs dans la salle. Ces entreprises ont pourtant des freins propres et non négligeables qui rendent difficile leur passage de la R&D à l'industrialisation. Des besoins de CAPEX très élevés et des ROI au temps long, ça a été dit par Guillaume, qui posent la question de leur financement. On estime à 10 à 12 ans leur time to market. Les vrais, ce que peut représenter le déploiement à grande échelle des innovations et qui pose la question de la montée en compétences en matière industrielle. Le besoin d'attirer des talents aussi, un sujet qui est partagé par toute l'industrie. La présence de verrous réglementaires, obstacle à l'émergence de technologies de rupture. J'utilise souvent un exemple, ça fait à peu près 3-4 ans que je l'utilise, je ne sais pas si ça a évolué, mais c'est celui des robots autonomes viticoles et agricoles. La réglementation les empêche de faire un demi-tour. Vous savez, vous sortez du champ ou de la vigne, ne serait-ce que faire un demi-tour sur le chemin, ce n'est pas autorisé puisque c'est un véhicule autonome. C'est un exemple, je ne sais pas si ça a évolué, peut-être que monsieur vous pourrez nous le dire, mais c'est un exemple parmi d'autres qui démontre que la réglementation peut être un vrai frein à l'arrivée sur le marché de nouveaux produits. Ou encore des besoins en foncier spécifiques. Sur ces différents points, Start Industrie, l'organisation que j'ai cofondée il y a maintenant 3 ans pour représenter les startups, les intérêts des startups et scale-up industriels, a relevé les manches pour construire et explorer des réponses concrètes, en collaboration avec la puissance publique, la DGE, et différentes parties prenantes de l'économie. S'agissant du financement, après 30 ou 40 ans de désindustrialisation, force est de constater qu'on ne sait plus vraiment apprécier ni financer l'industrie. Le premier enjeu était d'améliorer le dialogue avec les fonds d'investissement, qui ont ces 20 dernières années été plus habitués à financer les entreprises pourvoyeuses de solutions numériques. Ce n'est pas un reproche, c'est un simple fait. La connaissance de l'industrie fait défaut à la plupart des fonds d'investissement. Mais je sais aussi que les fonds peinent à convaincre leurs propres souscripteurs. Les choses évoluent cependant, il ne faut pas voir tout de façon négative, et c'est tant mieux, mais le chemin est encore très long. Nous avons construit avec France Invest un référentiel commun entre start-up industrielles et fonds privés afin de réduire l'asymétrie de l'information et renforcer la compréhension et la confiance mutuelle. Ce référentiel est une boîte à outils qui décompose le parcours d'une start-up industrielle, de la conceptualisation à la réplication du modèle. Il détaille les attendus technologiques, industriels et commerciaux et identifie les livrables clés à chaque étape de croissance. Bref, c'est une véritable grille de lecture commune qui permet d'évaluer les projets. Elle est à votre disposition gratuitement. Vous pouvez la télécharger sur le site internet de Start Industrie. Il y a un petit onglet bibliothèque, vous la trouvez facilement. Et cette grille de lecture deviendra la référence entre les startups et les financeurs. Je vous invite bien sûr à vous l'approprier et je remercie tout particulièrement Vincent Prétet d'Alster Capital qui nous a beaucoup aidé à la construction, avec d'autres fonds d'investissement, à la construction de cette grille. Mais à nous aussi de démontrer qu'il est intéressant d'investir dans nos projets, en montrant des succès et des exits satisfaisants.
Cela passe avant tout par des réussites commerciales, ce qui permet de rappeler l'importance vitale de la commande publique et privée. Un autre rappel ici, qui n'est pas inutile dans la période actuelle, les entreprises ne demandent pas des aides. Aucun entrepreneur ne se satisfait de dépendre d'aides. Nos entreprises préfèrent bien plus avoir du business. Assumons en la matière plus de protectionnisme, de préférence, voire de patriotisme. Au niveau local, national et européen. D'autres le font sans aucune gêne, pendant que nous sommes pleins de pudeur. Reste aussi à régler le sujet de la mobilisation de l'épargne, de l'union des marchés des capitaux, du crédit d'impôt recherche à la source, on a bien su le faire pour les impôts, du remboursement accéléré des crédits TVA, de l'extension du statut de jeune entreprise innovante à 12 ans pour coller aux besoins de l'industrie, ou encore à explorer un recours plus massif aux garanties. Tu l'as évoqué, d'ailleurs je me réjouis que vous soyez saisis de nos propositions. Un outil, donc garantie, un outil qui est insuffisamment utilisé en France pour dérisquer l'investissement, la commande client et les achats d'approvisionnement. Là aussi, vous pouvez retrouver en la matière nos propositions, les recommandations de Start Industrie sur son site internet. Vous voyez qu'il y a encore pas mal de marge de manœuvre pour améliorer les choses et regagner en compétitivité. N'oublions pas non plus l'importance des écosystèmes territoriaux. Je me fais la voix des startups industrielles en disant que nous n'opposons pas au tissu industriel dit traditionnel. Au contraire, nous sommes absolument convaincus de la vertu de la collaboration entre ces deux mondes, différents mais complémentaires. On peut y trouver là des solutions aux enjeux de foncier, des compétences et de l'industrialisation. Peut-être le saviez-vous, 75% des sièges des startups industrielles se situent hors Île-de-France. Elles sont en réalité bien plus à l'image de l'industrie traditionnelle que de la Startup Nation, une économie de territoire. Nous nous réjouissons de voir émerger des fonds d'investissement régionaux sur cette thèse. Nous pensons aussi que les ETI familiales, très ancrées dans les territoires, pourraient davantage constituer des investisseurs avisés et patients. Elles connaissent le temps long et l'exigence de l'industrie. Il y a probablement là matière à accélération. Le foncier devient partout un sujet de tension et un enjeu de sobriété avec le fameux ZAN, une mesure à marche auto-forcée dont on a le secret en France. Pourtant, le foncier privé excédentaire, qu'il soit bâti ou non, existe. Certaines entreprises industrielles disposent d'une parcelle ou d'un bâtiment non occupé, soit pour des raisons de sous-activité, soit parce qu'elles les gardent dans une perspective de croissance. Nous pensons que le foncier excédentaire pourrait être proposé aux startups au moment de leur pré-industrialisation et conduire à des collaborations entre entreprises, y compris sur le plan industriel, via le partage d'expertise ou de moyens de production, par exemple. Des entreprises comme Total ou Michelin le font. On sait qu'elles le font parce que c'est des entreprises qui communiquent, mais je suis persuadé qu'il y a un gisement considérable de foncier excédentaire chez des entreprises plus discrètes, et il faut le mettre en avant. Il en va de même sur les compétences. Nous militons pour qu'elles circulent davantage entre entreprises. Cela se pratique à différents endroits, mais de façon trop confidentielle. C'est quelque chose qui s'est, par exemple, pas mal pratiqué en Occitanie pendant la crise Covid. Nous pensons que ces pratiques pourraient être multipliées à plus grande échelle pour permettre aux startups de bénéficier pendant un temps donné de compétences qui leur font défaut et aux entreprises en capacité de le faire, d'offrir à leurs salariés un moment de respiration dans leur carrière. Ce peut être aussi une façon de valoriser les profils seniors proches du départ en retraite. Il n'est pas interdit non plus d'être innovant dans les ressources humaines. Le temps m'est limité et j'ai bientôt terminé, mais je pourrais évoquer également la mise à disposition de plateaux industriels à temps partagé, ou encore la symbiose industrielle, à savoir la colocalisation intelligente d'usines sur le principe de « mes déchets peuvent être tes matières premières ». Je pense particulièrement au modèle d'Innovafi dans le Nord. Vous l'aurez compris, le renouvellement des pratiques peut profiter à tous et c'est dans les territoires que la solidarité peut s'exprimer. Cela implique un bon alignement entre les entrepreneurs, les financeurs, les élus et les services de l'État, ce qui est de toute évidence une condition de la réindustrialisation. Notre écosystème grandit et porte ses fruits. BPI France a communiqué il y a 2 semaines sur un bon cru 2025
puisque les ouvertures de nouvelles usines à l'origine de start-up n'ont jamais été aussi nombreuses. C'est très encourageant, mais le contexte reste fragile. Fragile car un baromètre réalisé par notre organisation fin 2024 révélait une trésorerie sous forte pression. Plus de 50% des start-up industrielles disposaient de moins de 6 mois de visibilité. Et 20% étaient à moins de 3 mois. Cela combiné aux levées de fonds qui se durcissent et aux durées qui s'allongent, les défaillances, hélas, se multiplient. Le plan France 2030 a représenté une stimulation inédite, mais la puissance publique ne peut pas tout et ne doit pas tout. Rappelons que pour bénéficier de cet argent public en fonds propres, il est nécessaire de capter en proportion au moins égale les capitaux privés. Or, nous peinons cruellement à attirer ces capitaux en France pour financer nos moyens et infrastructures de production. Je pose la question, à quoi sert France 2030 si l'investissement privé ne se mobilise pas en conséquence? À quoi servent les investissements massifs dans l'IA? C'est la mode. S'il n'y a plus d'entreprises industrielles pour générer des données et être clientes des solutions IA. Nous sommes plutôt bons en France pour financer la recherche, à travers le CIR notamment, mais relativement mauvais pour financer l'industrialisation. Financer la recherche sans financer l'industrialisation et l'innovation, c'est un financement à fond perdu. C'est faire perdre de l'argent aux contribuables et c'est un non-sens économique. Nous comptons sur les investisseurs privés pour changer la donne et participer à l'élan collectif. C'est encore possible. Il faut pour cela accepter davantage le temps long de l'industrie et son intensité d'investissement. Sans cela, nous risquons d'être pris de vitesse par d'autres pays dans la course aux nouvelles industries et de voir des usines et les emplois associés s'implanter durablement ailleurs, souvent de façon irréversible. Je conclus, alors il est parti malheureusement, mais je conclus en reprenant les mots du président Rousset hier soir. Aimez les usines, aimez l'industrie, aimez les startups. Je vous remercie. Alors, pour finir sur une petite touche positive, j'ai une vidéo à vous diffuser. Merci Jean-Philippe. Alors on va terminer avec une dernière intervention avec de la musique très forte. Pas du tout. On va aller sur un champ totalement différent. Et je vous laisse la parole et la télécommande pour nous amener sur une autre partie de l'innovation. Alors, bonjour tout le monde. Merci à ADI et Unitech de me permettre de parler notamment de la partie plus humaine
de l'entrepreneuriat. Souvent, c'est vrai que c'est une partie qui est considérée assez régulièrement comme un nice to have, comme on dit, ou bien ça reste assez théorique. Et en fait, quand on en parle sérieusement, c'est malheureusement souvent plutôt trop tard. Donc je suis particulièrement contente de vous exposer un sujet aujourd'hui qui est d'actualité un peu malheureusement. Et je remercie Clémence Roy notamment de m'avoir invitée ici. Donc moi je suis... alors déjà il faut que je fasse ça, voilà le thème. Transformer le conflit en levier stratégique, donc du duel au duo. Donc pourquoi ? En fait aujourd'hui, moi je m'appelle Soumia Tahiri Treyou. Je suis fondatrice et dirigeante d'une start-up, enfin je l'ai été pendant presque 8 ans, avant de devenir coach. J'ai travaillé dans la stratégie, l'innovation pour un fonds, puis ensuite j'ai fait 3 levées de fonds, j'ai développé mon entreprise, j'ai eu des actionnaires, j'ai eu des business angels. Mais surtout, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que j'ai vraiment traversé toutes les sinusoïdes de l'entrepreneuriat. Et à ce moment-là, au moment où je les ai traversées, je me suis rendu compte, enfin a posteriori, que je n'avais pas forcément eu tout le recul qui est nécessaire sur cette grande aventure. Après un grand travail et une formation, j'ai aujourd'hui décidé d'accompagner depuis un peu plus de 3 ans des dirigeants, des fondateurs, des investisseurs et leurs équipes pour principalement remettre du sens, du dialogue, mais surtout de la confiance dans les relations professionnelles. Et aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est pour éveiller un peu la conscience sur un sujet que j'ai choisi, qui aujourd'hui est un véritable asset stratégique et que j'ai envie de présenter comme ça devant vous. Donc pourquoi j'ai choisi de parler du conflit ? Parce que si je regarde mes 50 derniers clients, des startups, des entreprises de 5 à 300 personnes, jusqu'à 50 millions levés ou pas du tout, que ce soit avec des fonds majoritaires, minoritaires à Paris ou à Bordeaux, en fait je le vois partout. Pour les dirigeants, pour les boards, pour les comités, pour les équipes. En fait le conflit, il est là où ça frotte et ça frotte beaucoup. Même chez ceux qui disent « on s'entende bien ». Alors pourquoi ça frotte notamment beaucoup en ce moment ? Je pense personnellement que c'est parce que tout va trop vite. Les objectifs, les cash runway, les board packs, les reporting, et même en fait le monde lui-même va très très vite et de plus en plus vite. Et pourquoi ça crée des conflits ? C'est parce que quand on n'a pas de temps, on ne prend pas le temps. Et quand on ne prend pas le temps, on évite. Et en fait, c'est quand on évite que là, ça casse. Alors, question. Qui ici a déjà vécu cette réunion où quelque chose a vrillé ? Vous savez, ce petit moment où vous entrez confiant, persuadé que tout va avancer comme vous voulez, motivé. Et là, vous en ressortez complètement vidé, avec la sensation d'avoir perdu quelque chose d'invisible et presque intangible. En fait, c'est ce lien, mais surtout cette confiance essentielle et le commun que j'appelle le nous. Qui ici s'est déjà dit « mais pourquoi il ne comprend pas ?» Et surtout, on est censé être du même côté, alors pourquoi j'ai pourtant l'impression qu'on se bat ? Et se demander enfin « mais comment on en est arrivé là ?» Si vous avez levé la main intérieurement, vous savez plus ou moins ce que j'entends par le mot « conflit » aujourd'hui. Alors, spoiler. Pour le monde des startups, des entreprises et des investissements et des investisseurs, que ce soit associés, business angels, VC, cofondateurs, en fait, le conflit, ce n'est pas vraiment une anomalie. C'est même plutôt une tension vitale qui est presque intrinsèque, en fait. Parce que entre croissance d'un côté, rentabilité de l'autre, vision et le mot contrôle, confiance, attendu et gouvernance, eh bien parfois ce lien il se tend parce qu'il est vivant, il bouge, il évolue. Pourtant dans notre culture, on nous a appris à l'éviter le conflit, à gérer les tensions, à maintenir l'équilibre. Mais si on le regardait différemment ce conflit, voire même à l'inverse de la manière dont on a toujours regardé. Si ce conflit, en fait, c'était en réalité un espace possible d'alliance à reconstruire juste, et positivement surtout. Donc, par rapport au titre, passer du duel au duo,
d'une opposition stérile finalement à une coopération consciente, voire possiblement même fertile et féconde. Donc ce que je vous propose simplement aujourd'hui, c'est une autre lecture du conflit qui n'est pas forcément un danger, mais même plutôt un actif stratégique relationnel. Alors on va prendre un duo assez classique, notamment par rapport au public aujourd'hui, qui va être celui du fondateur et de son investisseur. Le premier, le fondateur, il a envie de pousser à la croissance, au développement. Le second, il veille quand même à l'atteinte de la rentabilité. Il y en a un qui demande, le fondateur, l'autonomie pour faire ce qu'il a à faire. Et puis l'investisseur, lui, il demande de la transparence quand même. L'un défend la confiance et l'autre va commencer à lui parler aussi de gouvernance. Mais tout ce que je viens de dire, ce ne sont pas des oppositions, ce sont des polarités qui appartiennent au même système finalement. Ces deux forces qui avancent ensemble, même si elles apparaissent parfois différentes. Alors l'alliance dirigeant-investisseur, c'est justement pas seulement un équilibre à trouver, mais plutôt cette tension qu'il s'agit de réguler. Et pour cela, il faut le faire ensemble. Donc c'est croissance ou rentabilité, c'est les deux. Est-ce que c'est confiance ou contrôle? C'est encore une fois les deux. Parce que le vrai défi, c'est d'apprendre à naviguer parallèlement entre ces pôles qui disent plus ou moins la même chose, mais qui sont regardés différemment, sans basculer dans le duel. Ritualiser aussi cette régulation, au lieu d'attendre que la crise arrive et s'y mettre enfin. Parce que les tensions, en fait, pour tout vous dire, elles reviendront, malgré ce travail. Alors pourquoi elles reviendront? Tout simplement parce que derrière chaque tension, il y a une histoire. Ce que j'appelle personnellement le récit caché, une forme d'identité de chacun. Le fondateur, lui, il ne défend pas un business model. Il défend une histoire, souvent celle du visionnaire qu'il s'est promis d'incarner. Et l'investisseur, lui, ne protège pas seulement un contrat. Il protège la gouvernance qu'il incarne, mais aussi la promesse qu'il doit accessoirement aussi tenir par rapport à ses propres partenaires. J'ai en tête un fondateur de Deep Tech dont le produit était vraiment son bébé. Une forme de génie qui lui avait donné accès à une révolution, à une innovation. Il avait envie de suivre tout ça de près pour être le garant de cette innovation et de son bon déroulé, de sa bonne application. À un moment, quand on lui a demandé de déléguer, lui, il va vivre ça comme une trahison. Pourtant, l'investisseur, lui, va raconter qu'il avait vu un possible risque de dérive par rapport à la surcharge de travail, par rapport au niveau de responsabilité. Il va raconter qu'il ne voulait pas du tout brider l'innovation, mais plutôt protéger la valeur collective. Alors, voilà comment, en fait, deux visions, qui possiblement sont toutes les deux sincères, deviennent deux récits complètement sourds et qui finissent par s'opposer. Le conflit, en fait, il naît toujours d'histoires qui cessent de se parler. Et là, la clé, c'est de ne plus vouloir avoir raison. C'est ça, vraiment, le vrai sujet. Il faut à ce moment-là chercher à reconstruire un dialogue commun, un langage commun. Se rappeler vraiment, sincèrement, qu'en fait, ces deux rament dans le même bateau. Et qu'à force de tirer chacun de son côté, ils en oublient le cap. Pourtant, le cap, pas le moment, pas l'objectif, le cap, il reste normalement le même. Alors comment faire? Premier principe, c'est normaliser le conflit. En fait, il faut voir le conflit comme le signal d'un lien qui est vivant, parce que finalement, c'est aussi la preuve d'un attachement réciproque, pas forcément d'un échec. Le deuxième principe, important, notamment dans le coaching, c'est séparer la personne du problème. Le fondateur n'est pas le problème, l'investisseur non plus, c'est la situation. Et ça, c'est hyper important. Troisième,
nommer le conflit, en fait, c'est permettre de l'externaliser, de le mettre là, entre les deux parties, et de dire, allez, chiche, on le regarde vraiment ensemble. Ça, c'est le début de remettre la solidarité au cœur du sujet. Un mot très important aussi. Le troisième principe, enfin, c'est co-écrire l'histoire. Remettre la mission partagée entre les deux et au cœur du sujet. Pourquoi l'un y croit, pourquoi l'autre investit. Regarder à nouveau la vision long terme et se dire d'une seule et même voix, qu'est-ce que nous, ensemble, on a envie de raconter dans 5 ans? Chaque désaccord, ça devient alors simplement un chapitre à écrire ensemble, et plus du tout une bataille à gagner. Et puis, il y a une posture qui est normalement la plus simple et finalement la plus rare, c'est l'empathie active. Se demander, chacun, en regardant l'autre, qu'est-ce que l'autre se raconte? Finalement, qu'est-ce qu'il a peur de perdre? Qu'est-ce qu'il cherche aussi à possiblement protéger? Et là, l'enjeu, c'est aussi, par rapport au domaine humain dont je parlais au début, de savoir reconnaître les émotions, parce qu'elles sont là. Les pertes redoutées, les peurs aussi implicites. Et ça demande de vraiment s'intéresser à l'autre. Et en fait, pour tout vous dire, c'est souvent là que tout se débloque. J'ai vu un investisseur qui a dit à un fondateur « Aide-moi à te dire oui ». J'avais même fait un post sur ça parce que c'était une phrase qui m'avait marquée. C'était juste quelques mots et pourtant ça a tout changé. Parce qu'en fait, cette phrase, elle dit, au-delà des mots, « Je veux bien te croire. Aide-moi juste à voir ce que moi je ne vois pas ou pas encore. » Elle dit aussi « Je veux comprendre avant de convaincre. » Et surtout, elle dit finalement « Je me mets à côté de toi et pas en face de toi. » C'est ce passage important d'arrêter d'essayer d'avoir raison et d'avoir un véritable et sincère désir d'alliance. Et une fois cette tension nommée, regardée, posée, à ce moment-là, on peut aussi évidemment la transformer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est identifier les ressources collectives et se remettre au travail autour du problème. Mettre en place aussi des rituels de dialogue, des espaces aussi de reconnaissance, et puis des feedbacks, de préférence différés plutôt qu'à chaud. Et parfois, figurez-vous qu'un conflit qui est dépassé, traversé, peut aussi devenir le plus beau des liens et celui le plus solide. Alors pour conclure, je dirais simplement que le conflit n'est pas une rupture, ça peut même devenir une ressource. L'alliance se construit dans la tension, mais alors jamais dans l'évitement. Du duel au duo, c'est accepter que la relation dirigeant-investisseur, c'est aussi la copropriété et la co-responsabilité de cette tension et de cette relation. Et quand chacun décide enfin de changer de prisme, cette friction, elle peut même devenir un espace d'intelligence collective. Dans une entreprise qui devient un lieu d'alliance vivante entre la vision, la confiance, mais aussi la lucidité. Alors ce message, il ne vaut pas évidemment que pour le duo fondateur-investisseur. Il parle à tous les binômes vivants, associés, cofondateurs, CEO et C-level, CODIR, COMEX, et puis aussi même les équipes. Parce qu'en fait, partout où il y a une vision et une responsabilité partagée, partout où la pression est trop forte et surtout le temps trop rare, très important, surtout en ce moment, le conflit peut devenir un outil de maturité relationnelle au service des personnes, mais aussi ce qu'on cherche tous ici, au service de leur succès. Donc l'idée, c'est de vous proposer de le regarder ensemble, d'apprendre à le réguler et de faire du duo un véritable avantage stratégique.
Avec quoi on repart aujourd'hui? Donc j'ai mis les 5 top lines, histoire de faire une petite synthèse pour un peu mieux essayer de marquer vos esprits aujourd'hui. Le premier, c'est que le conflit n'est pas une rupture, c'est une ressource. C'est déjà un changement de paradigme énorme. C'est plutôt, on va le regarder comme le signal que le lien est vivant. Deuxième, c'est que, attention, la personne n'est pas le problème, c'est la situation. Donc là, on va le nommer, on va l'externaliser. Et enfin, restaurer cette solidarité, un départ fondamental pour pouvoir espérer réguler tout ça. Troisième, chaque désaccord est une histoire ou un récit qui cherche à se dire et surtout à être entendu. Donc gros learning, troisième point, écouter. C'est déjà commencer à réparer. Quatrième, l'alliance se cultive dans l'attention. Ce que j'appelle l'attention, c'est cette espèce de vie avec des polarités différentes. Donc jamais dans l'évitement. Et la maturité, ça consiste justement à naviguer entre ces polarités, ensemble. Donc finalement, le titre du duel au duo, c'est un choix, je dirais même une responsabilité. Celui de coécrire une entreprise vivante, lucide, mais confiante. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour ces interventions qui se complétaient pertinemment. Alors, on va terminer, on est très en retard, mais on va terminer. Innovadé, c'est des joies et des larmes, et là, on va terminer par la partie joie avec la remise du prix Innovadé. Et je vais demander aux deux reines de la ruche Innovadé de venir remettre ce prix. Alors le prix Innovadé, c'est tout simplement, vous venez, c'est tout simplement le prix de la start-up lauréate qui a reçu le plus de demandes de rendez-vous de la part d'investisseurs. Donc c'est totalement objectif. Et donc Charlotte Chanet d'ADI et puis Karine Martin d'Unitech vont remettre ce prix. Vous prenez un micro, tu as un micro devant toi. Bonjour à tous. Donc oui, avant de vous libérer pour aller vous restaurer, je pense que tout le monde a faim. Je souhaitais donc, on souhaitait remettre ce prix à la start-up qui a remporté le plus de demandes, plus d'une vingtaine de demandes de rendez-vous. Tout le monde n'a pas été satisfait, mais rassurez-vous, vous recevrez tous les investisseurs le book des lauréats dans les prochains jours avec toutes les coordonnées des dirigeants. Et donc j'appelle la start-up Optican. Je vous remets donc ce prix. Je vous laisse peut-être présenter à tout le monde ce que vous faites, puisque tout le monde n'a pas eu la chance de vous parler aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, bien évidemment pour nous, c'est extrêmement enthousiasmant de recevoir cette récompense aujourd'hui, mais je crois que ça a été répété à plusieurs reprises aujourd'hui. C'est également enthousiasmant pour toute l'industrie et la souveraineté industrielle européenne et de surcroît aujourd'hui française. Les activités d'Optican sont essentiellement portées envers l'industrie. Ce sont des technologies d'inspection industrielle pour le contrôle qualité essentiellement. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vais juste laisser peut-être Jean-Baptiste remercier. Bonjour à tous. Du coup, merci Quentin pour tes mots. Je vais remercier ADI et Unitech encore une fois pour l'organisation de ce forum Innovaday. Et j'aimerais aussi remercier la région pour le fort soutien qu'elle a su nous donner depuis le début de la société, notamment avec Sandrine Reva, qui est notre conseillère à la région. Merci beaucoup. Oui, vous ne cachez pas derrière ce magnifique trophée. Vous aurez compris que les bouteilles servent à oublier le trophée. Peut-être juste... Aux couleurs d'Optican. Juste vous demander de quel territoire vous venez. Donc nous, on est une société bordelaise. Nos locaux sont situés à Blanquefort, sur les anciens terrains de Ford. Donc effectivement, c'est un renouveau économique et industriel sur ce secteur-là. Voilà, donc l'ensemble des actifs, ils sont localisés, à la fois les bureaux qui servent de développement, d'administratif, mais également tout leur organe de production y est situé. Voilà. Ok. Merci bien. Bravo.
Bon, juste l'occasion de remercier particulièrement Karine. C'est ta 10e édition, puisque c'est toi qui as créé Innovaday il y a 20 ans. Merci Karine. Alors maintenant, le côté larmes. D'abord, je m'excuse, j'ai cité l'incubateur Unitech sur la santé avec le CHU et j'ai oublié de citer l'autre partenaire essentiel, Alicena. Donc toutes mes excuses et j'éviterai les coins sombres tout cet après-midi. Et puis la partie la moins agréable, c'est maintenant vous allez pouvoir aller déjeuner. La reprise est à 14h. Donc les investisseurs et les lauréats, c'est marqué sur votre badge, vous allez avoir un cocktail qui est prévu à côté. Si, c'est la partie jeu, vous avez un petit point rouge sur le code barre, vous êtes également invité au cocktail. Il y a très peu de place, hein, donc la plupart, par exemple moi j'ai pas de point rouge, vous avez un food truck à la sortie du conseil régional sur votre gauche qui est disponible pour... voilà, pour patienter jusqu'à 14h. Merci à tous. C'est toujours...